Donc, résumé des précédents, de l'épisode précédent, c'est que Hetzel Joe, il s'est barré en vacances, et moi, je suis resté. Par contre, Hetzel Joe m'a proposé, est-ce que tu veux que je te fasse un circuit? Parce que il y a plusieurs vide-greniers. Ouais. Voilà, donc même absent, il voulait mettre sa patte. Moi qui ai organisé comme zéro. Bon, j'ai dit ok, d'accord. Donc il me propose 3 vide-greniers. Et donc ça a été essentiellement premier. Donc j'ai trouvé un peu de tout. C'était sur le bord de la mer. Donc d'un côté j'avais les exposants, de l'autre côté j'avais la plage. C'était rigolo. Et j'ai pris des fois des trucs un peu inhabituels. Ça, c'est pas dans mes habitudes. C'est dans les premières consoles. C'est le tip tup tip tup. Donc on pouvait jouer soit au basket, soit au tennis. Je crois qu'il y avait le squash. Bon, c'était juste des petits traits, voilà, en noir et blanc. J'ai vu une machine comme ça. Ouais. Voilà, donc on branchait sur la télé via l'antenne. Voilà, dedans il y a les petites manettes avec la ficelle et on pouvait appuyer là. Donc je suppose que ça voulait. Ouais, apparemment c'est service. Oui, par exemple, je pense. Oui, voilà. Regarde. Tu fais le service pour tout ce qui est jeu de balle, voilà, comme le tennis. Et donc tu pouvais cocher pour les scores. Alors je sais pas comment, donc c'est tu choisis celle-là et puis je crois que il y avait un bouton lent ou rapide, donc c'est marqué amateur, professionnel, remise à zéro, marche arrêt, enfin bref. Ouais. Bon, il a connu les piles qui ont dû couler. Oui. Voilà, mais je trouvais ça rigolo. C'est bon. En gros, moi, dans les jeux vidéo, j'ai pas été beaucoup plus loin. Sincèrement, c'est pas mon truc. Je suis pas joueur. Mais bon, je suis tombé là-dessus. J'ai trouvé ça rigolo. En plus, ça salit le fond de l'écran. C'est bien, ça. Voilà. Et voilà, dans le même, chez la même vendeuse, je suis tombé sur ce livre-disque. Oh, super. Donc sur le film, le Trou Noir, film Walt Disney. Bon, je pense pas que je vais lire, je vais écouter le vinyle, parce que. Ah oui, tu penses que ça doit cliquer? Oui, ça doit être marrant de savoir quel est le bruit qui fait qu'il faut que tu tournes la page. Ah oui, d'accord, je vois. Parce que quand j'étais gamin, j'avais eu celle de Zorro, où c'était le coup de fouet qui faisait tourner la page. Donc là, c'est illustré par des photos du film. Donc vraiment un film ouvert aux gamins. Donc les robots gentils ont une bouille avec des gros yeux. Voilà. Ah, c'est vrai que ça fait un petit peu. Ah, on sent que celui-ci c'est pas un gentil. Voilà, là c'est un robot méchant. Là. D'accord. Donc l'histoire elle est pas terrible. Je sais pas si tu as déjà vu le film. Non, j'avais vu la bande-annonce et ça m'avait fait rêver quand j'étais gamin, mais j'ai jamais vu le film. J'ai vu le film une fois. Et ça pique. Vaut mieux rester aux photos. D'accord, ok. Ouais, non, c'est pas. Donc, si vous aimez les films de cette époque, vous regardez Silent Running et puis ça, voilà. Ouais, quand même, Silent Running, même si c'est pas parfait, ça a quelque chose de sympa. Puis bon, voilà, c'est. Dire qu'on pareil à Blade Runner ou ces trucs-là, ça fait quand même pas le figure. Oui, pour. Non. Mais bon, il y avait quelques jolies photos. Le Trou Noir ne fait pas du tout crédible, j'ai envie de dire. Ça ressemble vraiment à un puits comme ça. Je veux dire, scientifiquement, c'était
totalement pas crédible. D'accord. Mais bon. Donc, livre-disque de l'époque. Moi, j'ai... En plus, quasiment offert. Hein. Ah bon, cadeau, c'est bien. Enfin, pas offert, mais bon, à un prix vraiment dérisoire. Donc, je sais pas où le mettre. Ah, tu n'oses pas me le confier, en fait. Non. Imprudence. Chose incroyable là-bas. C'était sur le bord de la mer. Ça sentait le fric là-bas quand même. Hein. C'était. Ah bah oui. C'était une station. Dans le coin, je crois qu'il y avait un casino, il me semble. Dans le deuxième, plus haut dans le deuxième. Donc voilà, c'est. Et donc il y avait certains trucs qui étaient mis à des prix dérisoires et donc notamment les CD. Alors sur un stand, j'avais droit à 10 CD pour 2 €. T'as passé un prix très raisonnable. Et l'autre, c'était 50 centimes. Mais alors, c'était... et bon, fallait pas tarder, parce qu'il y avait quelqu'un qui arrivait derrière, clac, 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 clac. Oula. Et bon, moi, j'ai réussi à en avoir. Bon, super. J'ai commencé par ceux que j'ai déjà. Ah, tu les avais déjà? Oui. D'accord. Mais bon, dans le doute, machin, et tout, puis au pire... des fois, faut faire vite. Hein. Ouais, on n'a pas le temps de réfléchir, parce que t'avais le bonhomme derrière qui les entassait. Donc, album de Björk, pas mon préféré, c'est quand même... là, ça commence à décliner pour moi. Il y en a des bien mieux, c'est sympa. Ça, c'était dans le lot, je l'avais déjà, mais bon. Annie Lennox. Annie Lennox, elle a quand même une super voix. Oui. C'est au niveau de son répertoire que j'ai vachement de mal, parce qu'il y a des hauts, des bas pour moi. Oui. Parce qu'il y a des côtés vachement intéressants, puis d'autres, franchement, commercial. La BO de Gladiator. Sympa. Bon, je l'avais déjà, mais bon. J'ai déjà aussi. Donc, je pourrais même pas te l'offrir. Non. Donc je peux te confier les CD sans que tu parles avec. Alors, vachement sympa. La BO Le Dernier Empereur. Du Dernier Empereur. Alors les BO, que je connaisse le film ou pas, si c'est pas cher, la BO, j'ai tendance à prendre. Parce que déjà une BO, ça a une durée de vie très courte. Il y a à boire et à manger. Des fois, la BO est beaucoup mieux que le film, ou un peu le contraire. Oui, puis certaines BO sont vraiment peuvent être écoutées sans même avoir vu le film, ont une vie indépendante. Oui, c'est mon cas parce que ça dépend des compositeurs. Souvent, des gens comme Zimmer, là, celle-ci aussi peut être écoutée. Il y a Danny Elfman. Pas de problème. Giacchino, je dirais que non. Hein. C'est Giacchino, faut vraiment avoir le film en tête, sinon. C'est une musique qui a vraiment été faite sur mesure pour le film et avec beaucoup d'accélération, et ce qui fait que si vous n'avez pas vu le film, c'est pas la peine en fait. Vous n'allez pas accrocher, vous n'allez pas rentrer comme si c'était un monde à part, on va dire. Alors là, Spirit Chaser. Hein. Surtout le groupe, c'est Dead Can Dance. Oui. Alors, je ne saurais pas trop comment qualifier. Oh, alors ça c'est assez compliqué à définir. Alors celui-ci, quand vous écoutez Serpent's Eggs, on a l'impression que c'est un morceau sur deux, c'est des musiques qui semblent venir de la nuit des temps. Et quand c'est... j'ai un trou pour la chanteuse, ça va me revenir. Donc et en fait quand c'est l'homme qui chante, c'est plutôt une pop qui fait une pause. Là cet album là est assez influencé par la musique africaine, Spirit Chaser. C'est un très bon album. Enfin bon, c'est Dead Can Dance, faut essayer quoi. C'est c'est particulier. C'est fabuleux. J'ai un peu de mal des fois, d'autres fois pas du tout, ça va, je sais pas, mais bon, c'est quand même... Lisa Gérard, c'est ça. Ouais, la chanteuse. Oui. Donc c'est pas souvent qu'on trouve ça d'occasion. Ah oui, donc, les gens les gardent. Donc voilà. Autre BO, Copycat, j'ai pas eu un coup de cœur, je l'ai écouté, il y a rien qui me reste en tête, mais bon... C'est pas souvent.
Christopher Young, je connais pas. Le film est sympa. Le film est très sympathique avec Sigourney Weaver. Ça là, par contre, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est entre du Stax, fin de Stax, donc du rhythm and blues, de la soul et jusqu'à du trip hop. D'accord. Et le dernier morceau m'a vraiment fait penser à du Portishead. D'accord. C'est une compilation ou c'est un compositeur Il y a 2-3 musiques. Avec cette présentation, c'est vraiment. Ouais, il y a quelques chansons, mais le reste, c'est un compositeur. David Holmes, oui. David Holmes. Le nom me dit quelque chose, mais je saurais pas te dire s'il a fait. Enfin, je pense qu'il a fait d'autres musiques de films, mais. Ça l'air pas mal du tout. Ok. Voilà. Tricky. Donc ça, à partir de trip-hop. Oui, c'est ça, trip-hop. Alors on appelait ça trip-hop, maintenant on appellerait ça électro-pop. C'est vrai que quand c'est sorti, on avait tendance à le classer en électro. Maintenant, ouais, le trip-hop, je pense qu'au départ c'était plus avec un côté jazzy ou un truc comme ça. Là, c'est... Ouais. Oui, non, je sais pas trop. C'est difficile à classer. Et donc là, Tricky, je suis pas électro dans l'ensemble, mais Tricky, ça passe bien pour moi. Oui, tu as des très beaux albums, que ce soit Portishead, Tricky, Morshiba, il y a des choses à découvrir si vous ne le connaissez pas. Justement, Portishead Live. Alors... faut savoir que je l'avais trouvé il y a peut-être 2 ans ou un truc comme ça. Sauf que le CD, je voyais à travers. Ah oui, c'est pas fait pour. Il était abîmé, donc il était... Ouais, c'était une de tes filles, ça. Non, pas celui-là. Non. Ah, non. Et donc j'étais à pleurer en disant mon sang, Portishead, c'est pas facile. Et je l'ai... Bon, voilà, maintenant je l'ai. Ok. Alors, un CD des Rolling Stones, donc ça doit être leur 2e album, ça correspond au 2e album. C'est un import japonais ? C'est un import japonais parce qu'il y a la petite bande là sur le côté, comme les 33 tours fait à l'époque. Ça reprend la couverture de l'édition américaine de cet album. Oui, parce que ça me disait rien du tout cette couve. Et justement, l'album est différent par rapport à l'album anglais. Oh. La phase B en 33 tours n'avait pas les mêmes chansons. Il y a même des versions différentes. Des morceaux ouais. Ah, bon. Ils n'ont pas pris exactement la même prise, des fois. Bon. Et pas les mêmes chansons, et des fois ils se permettaient, les États-Unis, de remixer. Non, ok, voilà, tout va bien. Oui, et c'était pareil pour les Beatles. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes mixages, et même que les Beatles étaient paumés par rapport à leurs albums aux États-Unis, parce que voilà, on va vous chanter la chanson qui est dans quel album, je sais plus. Donc là c'est couverture, c'est un truc élégant comme les Japonais savent faire. Donc il y a la reproduction de la pochette intérieure de l'époque. Voilà. Okay. Et puis joli CD. Sympathique. Donc j'ai un 33 vinyle, mais il n'y a pas les mêmes titres, et il y a même la traduction en japonais. Ok. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient déjà dans l'époque des 33 tours, et ils ont continué. Donc, sympathique. Alors là, un maxi de Björk. On la reconnaît. Donc un deuxième... donc c'est Big Time Sensuality. Ok. Et donc Big Time Sensuality avait 2 maxi. D'accord. À l'époque. Et donc ils sont dedans. Donc non, il y a 2 maxi différents. Okay. Donc j'en avais un. Oui. Ça c'est le deuxième. D'accord. Bon, il y en a un qui a que des remixes, et celui-là a des chansons inédites, déjà un remix. C'était
c'était, j'ai envie de dire, la reine du remix. Hein. C'est, chaque titre qu'elle sortait, hop, deux CD de remix, voire plus tard. Il y avait 3 CD de remix. D'accord. Après, il s'étonne qu'on est passé au MP3. Oui, c'est pas étonnant. Voilà, non, c'était pas abusé, quoi. Enfin, c'était merchandising, quoi. Ça sortait régulièrement. Ah ouais, à fond la caisse. Et j'avais même vu, il y avait un titre comme ça de... j'avais vu à la Fnac à l'époque, un titre de Björk avec les 3 CD plus la cassette vidéo. Et ça coûtait 2 bras, pas un bras, 2 bras. Okay. Voilà. Donc c'est chouette. J'en ai pas mal des maxi comme ça, mais celui-là je l'avais pas. Okay. Ah oui. Otis Redding. Alors là, de la soul. Ah oui, totalement. De la bonne soul avec le titre le plus connu, The Dock of the Bay, où c'est l'histoire d'un mec qui est paumé, qui s'arrête au bout du ponton, puis il regarde les bateaux passer, il est complètement désespéré. Ah, je connaissais pas j'avais pas vraiment écouté les paroles. Moi, j'ai découvert Otis Redding dans le film Top Gun, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert Otis Redding. Moi, c'était les années 60, ça me tentait et tout, quoi. Et je suis tombé sur une biographie au Castor Astral ou un truc comme ça, je crois. J'ai trouvé ça très chiant, sa bio, mais bon, la musique... c'est fabuleux. Ah, il est vraiment chouette, quoi. Ouais, si vous ne connaissez pas, écoutez, c'est vraiment... c'était un super chanteur. Ouais. Donc, on continue dans les CD... que dalle. Alors, voilà le CD que une de mes filles... J'étais content, elle commençait à écouter des trucs et tout. Sauf que ce CD-là, elle me l'avait bousillé. Les enfants. Donc, je l'ai retrouvé. Hein, Madness, c'est génial. Ça part du ska, du rocksteady, un côté reggae, mais nettement plus rythmé. On s'endort pas par rapport au reggae. Sauf que là, c'est que des blancs, mais qui ont été bercés à ça. Anglais, quoi. Et après, leur ska se matine un peu de rock, mais à la Kinks. Et c'est super, les Madness. Donc la chanson la plus connue, c'est What's Them Beyond, qui est pas représentative du reste. Je me souviens de leur clip qui était vraiment déjanté. Par contre, oui, ils se prenaient pas au sérieux dans leurs clips. Pas du tout. Et ils existent toujours. Et j'en veux dire, c'est toujours aussi bien. Alors, je crois que le ska, comme le reggae, en fait, vous avez une guitare qui est sur le contretemps, ce qui fait que ça donne vraiment une musique qui est à la pêche. Que je ne saurais pas définir. Voilà. Alors, un live de The Police. Okay. Un live qui est arrivé, je sais pas, 20 ans après leur séparation. Ah oui, quand même. Donc, ils se sont reformés et ils ont fait le live, ou ce sont l'éditeur qui a sorti... Ils ont peut-être sorti au moment de la reformation éphémère, parce que c'est resté très éphémère, parce que ils ont un tel ego que ça pouvait pas coller. Oui. Déjà que c'est duré 5 albums, je veux dire, c'était le grand maximum. Dire que Sting a un peu pris le melon quand même, hein. Il se prend très au sérieux. Les autres, ils s'en laissaient pas compter quand même, parce que c'est les Harkonnen, ça. C'était pas des billes non plus. Donc, ça pouvait pas rester, ça pouvait qu'exploser. Et donc là, c'est 2 lives, de 79 je crois, et celui de 83. Donc moi mon avis n'engage que moi, hein, évidemment, sur Sting, hein, parce qu'il y en a qui vont protester en disant non, c'est super, machin. Vas-y, dis ton avis, qu'on a des avis et que sincèrement, au bout d'un moment, il m'ennuie. Il se prend trop au sérieux.
Voilà. Et donc, bon, ben, moi, ce live, à l'époque, en 83, ben, j'aurais explosé de joie. Là, il arrive presque trop tard pour moi. Ah, ok. Ouais, donc un peu pétard mouillé, mais bon, bah, ce CD-là, ce double CD, parce qu'il existe en CD simple aussi. Oui. Là, il y a les deux tournées, donc voilà. Donc, Ah, c'est marrant parce que vu la pochette, ça me rappelle un peu les fameux lives italiens qu'on avait reçus quand je bossais dans un magasin de disques. Live Pirate. Ouais, c'était ça, oui. Il y en a eu énormément. Ah oui, oui. Enfin, aussi pour cause, ils en sortaient pas, donc. Oui, c'est ça. Et c'était mon patron qui avait acheté ça, croyant que c'était des. Il croyait que c'était des officiels. Ah oui, oui, parce qu'en fait, il avait l'habitude de travailler avec, à l'époque, il travaillait avec Bertus, qui était un importateur en Hollande, et qui permettait d'avoir pas mal de disques beaucoup moins chers. Ah, moi, les premiers comme ça, j'ai vu. Bah, c'était dans des grands magasins, c'était étonnant quand même. Hein, ah, oui, qui se rendent pas compte du truc. On il va y avoir un vide juridique ou un truc comme ça qui a dû se glisser, je crois. Je crois qu'en fait, comme c'était distribué par un importateur, pour eux, il n'y avait pas de problème. Mais c'est après que les maisons d'édition se sont aperçues qu'il y avait beaucoup de pirates et ils ont commencé à faire la chasse aux pirates. Donc il y avait des gens qui passaient dans les magasins. Donc là, après, on les a retirés du magasin, on les a mis en réserve à ce moment-là. De manière plus discrète, quoi. C'est ça. Bon. Donc, une BO. Ça n'a toujours pas écouté, donc je sais pas. C'est une compilation, non ? C'est une compilation, peut-être. Oui. C'est qu'une compilation. Alors, moi, je suis pas fan des compilations. Parce que c'est une compilation de morceaux de chansons, de trucs comme ça, mais le côté orchestral, tout ça, c'est ce que je veux dans une BO. Quoi. Des fois, ça peut être sympa quand tu connais très bien le film, d'avoir la suite de morceaux, vraiment les morceaux du film, ça peut être sympa. Mais bon, faut quand même préférer effectivement les compositeurs. Parce qu'il sortait 2 versions de BO à l'époque, la version compilation et la version musique de film proprement dite. Ah oui, totalement. Hein, donc, c'était pas du marketing. Hein. Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est vrai qu'il faisait ça de plus en plus, et même des fois, comme dans des films comme Forrest Gump, le morceau, vous l'entendez simplement parce qu'il passe dans la radio d'une voiture où la porte est ouverte et vous entendez 20 secondes, mais le titre est dans l'album. C'était vraiment une idée il y avait de la synergie entre les producteurs musicaux et les films, en fait. Placement de produits. Alors, Pink Floyd. Alors moi, c'est pas mon truc, Pink Floyd. C'était dans les 10 pour 2 €, là. Oui. Là, c'est une compile. Moi, Pink Floyd, j'aime la période très brève avec le chanteur Syd Barrett, avec ses compositions. Il y a eu 2 albums. Donc, c'est quand même un groupe qui compte, quoi. Donc, je connais quelques morceaux. Donc là, ça va être l'occasion de connaître un peu, mais pas plus. Parce que j'avoue que moi, Pink Floyd, The Wall, je finis par m'ennuyer. Celui avec Monet, je m'ennuie, donc non, c'est vraiment pas pour moi, Pink Floyd. Il y a des superbes albums pourtant. Moi, j'ai écouté et réécouté The Wall. Bon, maintenant ça va, je vais mieux. Parce que c'est quand même un album assez désespérant et mais The Wall raconte quelque part, ça raconte on a l'impression quand même que c'est un petit peu autobiographique, hein, puisque le père de Waters est mort à Anzio, dans la poche d'Anzio. C'était un soldat anglais, et la poche d'Anzio, c'était une tentative de débarquement en Italie pour contourner la Ligue Siegfried et foncer sur Rome. Sauf que le général qui a débarqué, il a trouvé très intéressant de fortifier la poche plutôt que de foncer sur Rome. Je ne sais plus quel général avait dit, on croyait avoir choisi un lion et en fait c'était un chaton ou quelque chose comme ça, très sympathique. Et donc le père de Waters est mort à cet endroit-là. Et on voit la séquence dans le film avec le personnage de Pink et son père. Oui.
Bon. Bon, ben voilà. Alors là, c'est pas... j'aurais pas pris ça, normalement. Mais bon, c'était le lot, machin, voilà. Donc, Texas... Je ne dis rien. Non, mais je précise Texas. Ça, j'aime bien ça. Texas, voilà. Donc, c'était dans le lot. La chanson I Don't Want a Lover, oui. Moi, je la trouve assez puissante. Oui, c'était un très grand succès à l'époque. Une belle voix, oui. Des guitares slide assez chouettes. Dans Texas, il y a beaucoup d'instruments. Désolé. Bon, ça, les moins de 50 ans ne peuvent pas comprendre. Hein. Oui, c'est ça. C'est un jeu de mots... oubliez-la. Oui, c'est ça. Texas Instruments était une société qui faisait des calculatrices. Ah ouais. Voilà. Et donc voilà, j'ai écouté le premier, bof. Oui. Je vais essayer d'écouter les autres, histoire d'eux. Après, je sais pas, ça sera peut-être pour quelqu'un qui appréciera, mais pas forcément pour moi. Non, c'est mal barré. Même pas pour moi non plus. Ah là, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Donc. Je crois que ce sont les premiers CD que j'ai achetés de quand j'étais étudiant. Led Zeppelin. Ah ouais. Oui. Ah, moi c'était les Beatles. Et ça craquait pas un CD. C'est ça. Et en plus ceux-là, on voit qu'ils ont été remasterisés. Ouais. Voilà. Donc voilà. Très bon album. Merci. Alors là, je sais pas si le CD était comme ça à l'origine. Je sais pas, c'est bizarre. C'est la BO de Léon. Ah, ok, Léon. D'Eric Serra, mais je trouve que c'est bizarre, ouais. Ouais, enfin bref. Retourne-le, s'il te plaît. On dirait que c'était mis à l'envers, c'est bizarre. Oui, c'est vraiment étonnant. C'est une présentation qui est pas courante du tout. C'est-à-dire que là, il y a... Ouais. Donc, Eric Serra, moi je trouve ça vraiment pas mal, ces BO. Donc, c'est lui évidemment qui a fait le Grand Bleu, le 5e élément. Il a fait un 007 aussi. Ouais. Et puis il fait de la bonne BO. J'aime bien. Bon, c'est très souvent avec Luc Besson. Oui. Mais c'est pas mal. C'est vrai que dans le monde de la BO et du film, il y a souvent des associations qui se créent entre un compositeur et un réalisateur. Là, on a Serra qui est donc avec Besson. Vous pouvez avoir Elfman qui est souvent dans les films de Burton. Vous avez d'une autre génération, tous les films d'Hitchcock, souvent c'était Herman qui faisait les musiques. Donc ça crée des liens, quoi. C'est super, ça donne en fait... Et ça s'écoute très bien. Oui. Voilà. Retour à de l'électro, ça c'est un copain qui m'en avait parlé, qui m'a fait écouter, et waouh. Et puis le Trash Palace, donc en plus des sacrés invités, Brian Molko de Placebo, John Kell, excusez du peu. Alors ça, Alison Cho, je vois pas qui c'est, et Jean-Louis Murat aussi. C'est chouette comme électro. Hein. Tu l'as déjà écouté cet album ? Ouais, je l'avais écouté et c'était une personne qui m'avait fait écouter ça avec Orange Blossom, qui était pas mal non plus. Ah oui, c'est bien ça. Mais Trash Palace, j'aurais pas connu, j'aurais pas pris. Hein. D'accord. Hop, je te débarrasse. Donc ça, c'était pas dans les lots à vil prix, mais quasiment. Hein. D'ailleurs, il y a encore le prix, 4 € pour un triple CD de Johnny Cash, période Sun. Donc Sun où a commencé Elvis Presley, lui il commençait aussi avec il commence vraiment avec des classiques, donc il est aussi compositeur, donc il y a I Walk the Line, Folsom Prison Blues, c'est vraiment du pur jus, du country, mais pas trop, enfin de la bonne country, quoi. D'accord. Et à la limite du rockabilly.
Donc, moi, je l'avais pas en CD, mais je l'écoutais de temps en temps. Et là, ouais, avoir les CD quand même, c'est chouette. Moi, j'aime bien avoir l'objet quand même. Alors des fois, quand j'étais gamin, j'enregistrais en cassette en attendant de trouver le vinyle d'occasion. Ou pareil de cassette, pareil quoi. On a le support provisoire, mais on préfère quand même les vrais quoi. Ouais, c'est vrai que j'étais très cassette moi pendant très longtemps, mais je ne les collectionne pas. Donc Johnny Cash, ouais, belle trouvaille. À propos de cassette, tiens. Alors moi, ça me sert de carte postale. Hein. J'ai même plus le lecteur cassette. Mais des petites cassettes, je trouve ça rigolo. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que quand ils font une adaptation de la mise en page du 33 tours, donc voilà, c'est pour l'objet. Bon, ça vient d'une médiathèque, ça. Voilà, ça vient d'une médiathèque. Donc, par contre, ce qui est étonnant, c'est la cote. 76, je sais pas trop ce que c'est que cette cote. Allez, vas-y, fais ton pro, là. Non, mais c'est très curieux. Normalement, ça doit être en 2 ou... Donc, les cassettes, au départ, c'était pas bien joli à voir. Après, ils sont mis à plus soigner la présentation. Et des fois, il y avait comment ça s'appelait, le booklet qui faisait des feuilles et des feuilles. Oui. Là, la présentation est assez jolie. Et donc, voilà, je l'ai en 33 tours. Là, une déclinaison cassette avec une adaptation de l'illustration. Ouais. Donc, quand je tombe dessus, ça me tente, quoi. Moi, je crois que pour les Stranglers, la boîte a été changée, là. C'est pas les anciennes boîtes. C'est une boîte beaucoup plus récente. Oui, parce qu'elle était tellement naze qu'on voyait plus au travers. Elle est cassée. Hein. Alors, c'est pas de la BD. Mais bon, voilà, c'est un objet. Oui. Donc, je t'ai dit que c'était mon anniversaire aujourd'hui ? Je t'ai dit que j'étais sourd. Donc voilà, c'est pour livre illustré pour gamins avec des réutilisations de cases. Oui, ça reprend la voilà. couleur, ça. Et il y a un peu de tout. Hein. Ça pioche dans tous les albums. Okay. Et bon, les dessins inédits, ne doivent surtout pas être du Derzo. Hein. Il y a très peu de chance. Oui. Et c'est une adaptation pour les gamins de Astérix. Bon, c'est sympathique. Oui, voilà, c'est vraiment l'objet. Donc, tu m'en avais offert d'ailleurs, dans cette série-là, je crois qu'il y en a 6. Oui, parce que je crois que c'est pas inoubliable, mais c'est rigolo. Oui, c'est ça. Parce que je tombe toujours sur les mêmes, en fait, tout simplement. Ah. Moi, celui-là, je l'avais pas. Bon, le prochain est pour moi. Tu l'avais pas, celui-là ? Non, celui-ci, je dois pas l'avoir. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Je survivrai. Ah, nous passons au vinyle. Ouais. Parce que c'est rare que j'aille piocher les vinyles. Là, c'était sur le premier vide-grenier, celui qui était au bord de la mer ? Ouais. Ok. Donc là, je sais pas si vous allez voir, parce que je sais pas si l'image est bonne. On voit le numéro, oui. On voit le numéro quand même. Donc, l'album blanc de The Beatles, l'album blanc. Donc ça s'appelait The Beatles, mais on a fini par appeler ça l'album blanc. Avec un superbe album. Donc à l'origine, voilà, ça se présentait comme ça. Donc contrairement, suite à Sgt Pepper's qui était extrêmement coloré, extrêmement machin, là ils sont passés à l'opposé. Donc dans la sobriété, l'élégance dans la sobriété. Donc juste The Beatles en relief. Et dans les premiers exemplaires, il y avait une numérotation. Une numérotation, ça je ne sais pas. C'est la première série, il y avait une numérotation. C'est dans les années 70 par la suite, cette numérotation a disparu. Ok. Mais au départ, c'était ça se voulait comme un truc élégant. Et donc, l'ouverture se faisait
par le dessus du disque de l'album, donc ça s'ouvre. Ça se faisait sur le dessus. Par la suite, ça a été, j'ai envie de dire normé, c'était sur le côté. Oui. Donc les premiers exemplaires étaient comme ça. Là, bon, il est abîmé. Ouais. Je suis en train de le restaurer parce que déjà, c'était complètement pété. Là, j'ai commencé à ah oui, on voit, ouais, c'est bien. À recoller. Bravo. Donc quand ça se déchire, comme il rangeait par-dessus le disque, quand il se ratait, hop, il finissait par déchirer le côté. Le côté. Et donc là, apparemment, en plus ça se dédouble. Le pelliculage se dédouble par rapport au carton. Oui. Ça finit par se raccornir, mais quand on recolle, apparemment, quasiment tout est encore là. Oui, ça va, oui. Il y a un petit peu de boulot. Ça n'enlèverait pas la déchirure, non. Mais ça réduira vachement. Et là, déjà, j'ai commencé à réparer. Si j'ai bonne mémoire, il y avait 4 photos des Beatles à l'intérieur. C'était dès le début ? Alors, oui, ça, c'était dès le début. Et en général, les photos sont perdues. Ils punaisaient ça. C'était... Donc, voilà, ça faisait comme un portfolio, voilà, dans l'objet élégant. Okay. Donc là, coup de bol, ah, tu les avais en fait. Elles étaient dedans. Elles étaient dedans. Ok. Voilà. Et aussi, il y avait un poster avec les paroles. Ok. Donc ça, c'était plutôt inhabituel à l'époque et plutôt luxueux. Avec voilà, un mélange de photos. Moi, je trouve ça pas très, c'est pas super. C'est une opinion toute personnelle, évidemment. Mais bon, voilà, ça faisait le bel objet. Et la particularité de celle-ci, donc j'ai sorti les disques à part. Apple. Donc mon label Apple. Et là, c'est pas SACEM, c'est pas BIEM, qui étaient les sociétés de droits d'auteur en France, c'est GEMA. Et GEMA, c'est pour l'Allemagne. Donc a priori, c'est un pressage allemand. Alors, moi je trouvais ça rigolo. Et puis c'est pas face 1, face B. Oui. C'est Seit. Enfin, je sais pas comment ça se prononce en allemand. Ah, Seit. C'est même pas Side. Seit. Seit. Donc c'est le mot allemand. Oui. Voilà. Alors, donc... puis tu as vu, en fait, d'un côté, tu as la pomme qui est complète et de l'autre côté, elle a été coupée. Tu connaissais pas ça ? Je crois qu'il n'y a pas ça sur les CD. Oui, parce que sur un CD, il y a qu'une face. Il y a qu'une face. Et donc, comme il y avait 2 faces, il y avait le côté coupé et le côté comme ça. C'était rigolo. Donc, j'avais un autre exemplaire déjà. Donc, je vais montrer. Il y a une petite différence. C'est que la numérotation... Là, c'est pas en relief, donc si je mettais dans le même sens, là, elle était imprimée. D'accord. Voilà. Sauf que le côté en relief, là, la numérotation est bien plus importante. Oui. Alors que là, apparemment, c'est plus ancien. Donc, oui, ça a l'air, oui, puisque là, on est à... 134 589 alors qu'après... Seulement. Voilà, c'est ça. C'est un petit tirage, on va dire. Donc tirage numéroté. Parce que là, ça serait dans les 400 000. Oui, 450. Donc voilà. Mais bon. Ouais. Et je crois que les Beatles avaient le 001, 002, machin. Et je crois qu'il y en a un qui a été vendu comme ça, qui était le 004 ou un truc comme ça, qui était vendu aux enchères, extrêmement cher, tout ça. Et j'avais vu une vidéo comme ça d'un collectionneur qui ne collectionnait que les albums blancs. Un japonais, je crois. C'était assez fou. Alors moi, j'en ai
2 exemplaires maintenant. On fera pas de... À bout de 2, c'est une collection. Bon, on enchaîne parce que oui. C'est un peu idiot. Hop. Alors. Oui. Messe pour le temps présent. Maurice Béjart. Et Pierre-Henry. Voilà. Qui a été un des pères de la musique électronique. Oui. C'est ce que j'ai appris. Et puis Pierre-Henry avait fait par la suite un studio d'enregistrement qui était le Château d'Hérouville, qui a brûlé ou un truc comme ça. Et, où avait enregistré Bowie ou un truc comme ça. Il y a plein de gens qui ont... Magma aussi a enregistré là-bas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde à enregistrer là-bas. Du monde du rock, quoi. Qui était un studio qui était installé dans un château, donc avec du confort, ce qui était nouveau pour l'époque. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est considéré comme de la musique concrète. Donc, en fait, c'est les débuts de la musique électronique où c'était de la musique contemporaine qui était faite avec des musiques des ordinateurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour Béjart, c'est une musique qui est très pop. Et ils appellent ça du jerk. C'était le terme de l'époque. Mais bon, alors je l'ai écouté. Oui. Le morceau est très connu. Hein, le morceau connu est le plus écoutable. Parce que le reste, c'est... C'est-à-dire la face A, ça peut aller. Notamment avec la chanson très connue, machin. Vous ferez une recherche sur YouTube. Hein. Oui, vous écoutez ça, c'est un classique. Par contre, variation pour une porte et un soupir, alors là, c'est le pompon. Je me dis, c'est marqué extrait quelque part. Bah heureusement que c'est un extrait. Ouais, c'est ça. Heureusement que c'était. Alors, la musique concrète, hein, on en voit des caricatures. C'est ça. Ce n'est pas que de la caricature. Oui, c'est ça. La variation pour un porte et un soupir qui doit faire au moins dans les 2 minutes 30. Oh, si peu que ça. Mort 5 minutes 15. Tu mets 5 minutes 15 à mourir en écoutant ce disque, en fait. Oui, c'est ça. C'est variation pour une porte, un soupir. Alors, la porte, c'est un grincement de porte. Sympathique. Et soupir, c'est un machin qui fait fluche. Oui, parce que comme c'était de la musique concrète, et ça, ils utilisaient des boucles de son. Pendant 5 minutes. Ah oui. 5 minutes. C'est long. Oui. Alors, la musique concrète, ça y est, finit par être digéré par le rock, le machin, le truc. C'est des aspects de l'instrumentation. Là, il n'y a que ça. Et franchement, c'est dur. Donc, voilà, j'en avais entendu parler, j'avais entendu le morceau plus connu. Ouais, voilà. Bon, nettement plus abordable, une compile de sax. Ah oui, super. Bon, dommage, il n'y a pas de photos. Mais bon, c'est tout des... Otis Redding, Aretha Franklin. Il y a Wilson Pickett qui est là. Benny King, Percy Sledge, Sam and Dave, Joe Tex, voilà. C'est Rhythm and Blues Soul façon Stax, ce que je préfère par rapport à la Tamla Motown. Donc là, pressage anglais. Donc compile anglaise, machin, très sympathique. Oui. Voilà, donc j'ai dû tasser le... Fink, c'est le morceau d'Aretha Franklin. On peut le voir dans les Blues Brothers. Ouais. C'est le morceau qui est dedans. Enfin, c'est pas la même version. C'est pas la même version. Okay. Elle est moins péchue que celle du film. Ah, ok. Celle du film est vraiment excellente. Ah, elle est vraiment fabuleuse. Si vous n'avez jamais vu le film les Blues Brothers, vous le regardez. Ah ouais. C'est en plus, ça permet de faire connaissance de tas de musique de rhythm and blues qui est fabuleux. Il y a de l'humour, Et il y a de l'humour, c'est marrant, c'est déjanté. Bon là, premier album de Suzanne Vega, sympathique. Je l'avais pas en CD.
Moi, je l'ai en vinyle. Bon, bah voilà. Suzanne Vega, je sais pas comment dire. C'est vachement sympa. Oui, alors j'écoute pas ça tous les jours. Je crois que je dois avoir un titre ou deux qui est vraiment. Ça sort. Elle a commencé dans un style folk, un peu pop. Et après, il y a un petit côté électro aussi. Il y en a une qui est 999 degrés. Oui. Je sais pas comment, degrees. Et qui est vachement chouette. Alors ce qui est rigolo, c'est que je l'ai vu régulièrement en CD. Et ça me surprend toujours quand je passe au vinyle de le voir en grand format, cette pochette. C'est surprenant, c'est ça qui est amusant en fait. Par contre, je trouve cette pochette de disque, mais d'un moche. Oh, ouais, mais tu sais. C'est pas terrible. Ça, c'est années 80, ça. Oui, mais dans les années 80, on savait quand même faire des belles pochettes. Pas toujours. Celle-là, je la trouve bien ratée. Ouais. Parce que tu as des gens qui font des superbes pochettes et parce qu'ils ont du goût, comme des gens comme Peter Gabriel, ces pochettes sont toujours assez recherchées, comme ses clips. Des fois, non. Ah, ça, c'est marrant, ça. Alors, Spike Jones, comment décrire la musique ? Moi, je vais décrire la musique. C'est du jazz déjanté, New Orleans, je dirais, comme une BO de dessin animé de Tex Avery. Oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que ça montre bien, on dirait une BO de film. Il y a des poètes, des coups de revolver, des trucs comme ça. C'est plein d'humour. Ok. Ça se prend pas du tout sérieux, ça détourne la musique classique. Ah oui, je vois la suite de Casse-Noisette, de Tchaïkovski. Ah oui, mais un massacre. Massacre, Offenbach aussi, de Morphée. Ouais. Donc c'est vraiment, on a l'impression d'écouter une musique de dessin animé déjanté, quoi. Et tu l'as pris parce que c'est à cause de la pochette ou tu connaissais déjà le groupe ? Ah non, je connaissais. J'avais entendu à la radio un coup comme ça, rarement, et c'est complètement déjanté. Bon, il faudrait que j'écoute ça. Voilà. J'ai l'impression que tu en as trouvé plusieurs, non ? Non, c'est celui-là, c'est pour montrer, quoi. Là, j'avais trouvé celui-là avant. Ah, ok. Mais qui est en fait plus du sketch que de la musique. C'est-à-dire que tu as des paroles ? C'est une suite de sketch. C'est plus du texte. Le texte a pris le pas. Okay. Et quand j'avais trouvé, j'étais content d'en trouver un. Et j'étais un peu déçu. Et là, j'ai réécouté. Et effectivement, ça, c'est pas le reflet de ce qu'il faisait d'habitude. D'accord. C'est peut-être sa fin de carrière ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais bon, j'avais trouvé ça à Rennes, donc c'est un import américain. Dans les grands vide-greniers de septembre ? Oui. Et donc déjà, c'est un disque, c'est un import allemand, je crois. Ça devait pas exister en France. Voilà. Et donc, j'avais fait mon premier vide-grenier. Oui. Et quand j'allais dans la bagnole, je sens quelques gouttes. Ouais, ce qui n'est pas bon signe. Alors moi, j'avais regardé la météo. J'avais normalement... Ça devait être bon. Ça devait être bon. Nuageux, mais bon. Pas plus loin que nuageux. Mais bon, bord de mer. Voilà. C'est susceptible d'avoir des bonnes averses. Donc, je monte dans la bagnole. Ça commence à quelques gouttes à, franchement, des cordes. Un petit peu à y bruiner, quoi. Y bruiner de plus en plus, on va dire. Il brunait des grosses gouttes. Hein. Et en plus, j'ai galéré pour trouver le deuxième vide-grenier. Là, il tombait des cordes. Ouais, d'accord. Heureusement, j'avais une casquette, parce que j'aime pas être mouillé de la tête. Et je savais pas trop. Ça commence à moins pleuvoir. Tout était sous des bâches, mais tout prenait l'eau quasiment. Certains avaient pris leurs précautions et avaient des parasols, des machins, bref. Des petits tivolis, des choses comme ça. Voilà. Et j'ai juste le temps de faire un tout petit tour. Bon, il n'était pas bien gros, mais comme tout était sous bâche, c'était encore moins gros. Oui, tu m'étonnes. Et j'ai eu le temps de craquer.
pour un album de Fats Domino. Ok. Donc le label de l'époque. Donc c'est un disque qui date de 61. Ouais, c'était l'ancien label de Polydor, c'est quand même sympa. Oui. C'est rigolo. Et bon, c'est une compile entre deux albums. Alors je sais pas si les deux albums étaient sortis en France. J'ai essayé de faire des recherches, j'ai pas trouvé. Je sais pas où chercher. Et la caractéristique souvent des albums de Fats Domino, surtout dans ces époques-là, c'est qu'on ne voyait pas Fats Domino lui-même. Oui, donc marrant, là, on voit dans les 45 tours. C'est des photos de personnes qui dansent, une jolie fille, tout ça, mais pas le black bien en chair. Je pense que c'est peut-être à cause de ça, en fait. Hein. Et donc, là, franchement, la photo, voilà. Ça rend pas justice à Fats Domino. Voilà. Mais à l'époque, aux États-Unis, c'était vraiment les race discs. Et en fait, il y avait les disques pour les blancs, les disques pour les noirs. Et peut-être qu'ils ont voulu contourner ça et faire oublier que Fats Domino était noir. Les premiers albums, par contre, en France, on le voyait, quoi. On le voyait. Au début, on le voyait. Là, après, au bout d'un moment, on le voit plus. Je sais pas, c'est bizarre. Je connais pas l'explication. Ouais, c'est très curieux. C'est peut-être une politique simplement. Les modes aussi, hein, les modes dans les décorations des vinyles. Hein. Et puis sur Boom. Sur Boom, d'accord. Donc voilà, c'est une compile. Alors j'ai regardé sur internet, j'ai dû prendre au prix que tu le trouves sur internet, moins les frais de port. Ouais. Et j'avais un double album des années 80. Là, coup de bol, les chansons ne se recoupent pas. Ah, excellent. Donc voilà, et puis c'est marrant parce que c'est qualifié medium, slow, foxtrot, j'imagine. Voilà. Sauf que c'est du rock and roll au sens large, de l'époque, quoi. Ouais. Bon, et il n'y a pas Blueberry Hill dessus. Ah, ok, superbe. Ouais. Bon, pour un griller sous la pluie, c'est pas mal. Et au repluie, ça a retombé des cordes, et c'est resté. Et c'est resté jusqu'à ce que je rentre. J'avais quand même je suis si loin que ça. J'avais une heure et demie de route. J'étais un petit peu envoyé loin. Sous la flotte. Il n'y aurait pas eu la flotte, ça n'aurait pas été gênant. Mais bon. J'ai fait des économies comme ça. Ouais, voilà. J'ai évité de faire d'autres trouvailles. Dans mon plan, il y avait aussi un troisième, mais effectivement, s'il pleuvait, ah non, cramé, le troisième était, j'ai envie de dire, a priori moins intéressant. Mais sous la flotte... Non, il n'est pas du tout. Pas du tout intéressant. Donc je suis rentré chez moi, pas trop tard. Il y a quelques années, ce vide-grenier-là, qui a beaucoup baissé, était super. Oui. Ouais, il était vraiment bien. Mais bon, voilà. Donc, là, je suis nettement plus bavard que toi. Hein. Ah oui, c'est vrai, ça, voilà. Et Faut que ça cesse. Bon, au revoir. Oui, au revoir.